Imaginez un virus capable de se cacher dans nos propres cellules, de changer en permanence son apparence pour tromper nos défenses et de détruire, lentement mais sûrement, le système qui nous protège contre toutes les infections. Ce virus, découvert en 1983 à l'Institut Pasteur de Paris, n'est autre que le virus de l'immunodéficience humaine, ou VIH. Responsable du sida, il a marqué l'histoire de la médecine moderne et continue de représenter un problème majeur de santé publique dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons aborder la virologie du VIH en suivant 5 grandes étapes. Les caractéristiques virologiques du virus, sa structure, son cycle de réplication et sa variabilité génétique. L'épidémiologie, mode de transmission et situation mondiale. L'histoire naturelle de l'infection, de la primo-infection au stade du sida. Le diagnostic virologique, indirect et direct, ainsi que la cinétique des marqueurs biologiques. Enfin, traitement et prévention. Alors prenez vos notes et commençons sans plus attendre. Taxonomie. Les VIH sont des virus à ARN appartenant à la famille des Retroviridae et au genre lentivirus avec 2 types, le VIH1 et le VIH2. Les rétrovirus ont en commun la capacité de transcrire l'ARN en ADN grâce à la transcriptase réverse ou rétrotranscriptase. La morphologie et la structure des VIH1 et 2 sont sensiblement identiques. Il s'agit de virus de forme sphérique, à génome segmenté et possédant une enveloppe responsable de la fragilité virale. La particule virale du VIH1 est constituée de une enveloppe sur laquelle sont ancrées les glycoprotéines de surface, la GP120, sous-unité de surface, et la GP41, la sous-unité transmembranaire, une matrice qui tapisse la face interne de l'enveloppe, une capside qui est formée par l'assemblage de la protéine majeure P24, 3 principales enzymes qui sont la rétrotranscriptase, la protéase et l'intégrase. Un génome viral qui est constitué de 2 molécules d'ARN linéaires, monocaténaires identiques de polarité positive. Le génome code pour les protéines virales. Le gène GAG code pour une polyprotéine qui sera clivée par la protéase virale en protéines de capside et de matrice. Le gène POL code pour les 3 enzymes, la rétrotranscriptase, la protéase et l'intégrase. Le gène ENV code pour une protéine précurseur, la GP160, qui sera clivée en GP41 et GP120. 6 gènes de régulation codant pour des protéines importants pour la régulation de la multiplication virale. Les cellules cibles du virus. Ce sont essentiellement celles qui expriment le récepteur du virus, la molécule CD4, les lymphocytes, TCD4+, les monocytes, macrophages, les cellules dendritiques des ganglions, de la rate et de l'épiderme, et les cellules microgliales du système nerveux central. Le cycle viral comporte plusieurs étapes. Attachement et pénétration. L'attachement du VIH sur la cellule cible passe par l'interaction de la GP120 avec la molécule CD4. Une fois fixée, GP120 subit un changement conformationnel démasquant la GP41. Cette dernière se fixe à un corécepteur à la surface de la membrane cytoplasmique de la cellule cible. De nombreux corécepteurs ont été identifiés, mais les plus connus sont le CCR5, prédominant sur les monocytes et les macrophages, et le CXCR4, prédominant sur les LTCD4. L'interaction entre GP41 et le corécepteur permet la fusion de l'enveloppe virale et de la membrane de la cellule hôte et la libération de la nucléocapside virale dans le cytoplasme. Décapsidation. La nucléocapside virale libérée dans le cytoplasme subit une décapsidation avec libération du génome viral. Rétrotranscription du génome viral. L'ARN viral monocaténaire est rétrotranscrit par la rétrotranscriptase en ADN complémentaire double brin. Migration nucléaire et intégration. L'ADN proviral migre vers le noyau cellulaire sous forme de complexe nucléoprotéique, puis s'intègre dans l'ADN cellulaire grâce à l'intégrase virale.
Transcription en ARNM, réplication en ARN génomique. L'ADN proviral intégré est transcrit par l'ARN polymérase cellulaire en ARNM et en ARN génomique, futur génome du VIH. Traduction des ARNM. Les ARNM sont transportés dans le cytoplasme et traduits en polyprotéines qui subissent un clivage par les protéases cellulaires et virales. Assemblage, bourgeonnement et maturation. L'ARN génomique se recouvre des protéines virales, puis les nouveaux virions bourgeonnent. La maturation des précurseurs s'achève grâce à l'activité de la protéase virale. L'analyse génétique des VIH a démontré que ces virus sont doués d'une variabilité génétique considérable. Cette variabilité génétique est due essentiellement aux erreurs commises par la rétrotranscriptase qui est dépourvue de mécanismes de correction. À la forte réplication du VIH, 1 à 10 milliards de particules virales sont produites tous les jours par l'organisme infecté. À la pression de sélection de mutants par le système immunitaire et sous l'action des antirétroviraux. Il en résulte une distribution en quasi-espèce des souches virales chez un même patient, population variée de différents virus mutants issus d'un même ancêtre. Cette variabilité génétique est à l'origine de l'échappement au système immunitaire, de la persistance du virus dans l'organisme infecté et de la résistance aux antiviraux. Elle présente également un obstacle à l'élaboration de vaccins. Mode de transmission. Les VIH peuvent être isolés dans la plupart des liquides biologiques: sang, sperme, sécrétion vaginale, lait maternel, salive, larmes, LCR, urine. Le risque de transmission est lié à la charge virale dans le liquide biologique infecté. Cette charge virale n'est élevée que dans le sang et les sécrétions génitales. De plus, les VIH sont des virus enveloppés et par conséquent fragiles, qui ne peuvent se transmettre que suite à des contacts interhumains étroits. Ainsi, les voies de transmission des virus sont sexuelles, mode de contamination le plus fréquent, facilité par la multiplicité des partenaires sexuels, homo- et hétérosexuels, et par la présence d'une autre infection sexuellement transmissible, lésion génitale érosive. Sanguine. Toxicomanie par voie intraveineuse, don de sang ou d'organes, d'où l'importance du dépistage systématique, accident d'exposition au sang, piercing, tatouage. Mère-enfant. La transmission se produit surtout lors de l'accouchement, plus rarement au cours de la grossesse ou de l'allaitement. Elle évolue en 3 phases. Primo-infection. Lors de cette phase, le virus infecte les cellules CD4+. Une partie des virus vont entraîner, après multiplication, une lyse des lymphocytes responsables d'une lymphopénie, avec présence dans le sang d'une charge virale importante, virémie, et d'antigènes viraux notamment de la P24, antigénémie P24. Toutefois, une grande partie des particules virales transmises lors de la primo-infection persistent dans les cellules cibles sans entraîner de lyse cellulaire. Ces cellules infectées constituent donc un réservoir pour le virus, mais aussi un véhicule pour infecter précocement divers compartiments de l'organisme, et en particulier le système nerveux central, occasionnant une méningite lymphocytaire, une encéphalite. Le tropisme multiple du virus explique les signes cliniques éventuels lors de la primo-infection. Vers le 20e jour après la contamination, apparaissent les anticorps dirigés contre le VIH, c'est la séroconversion. Stade d'infection chronique. Latence. Le VIH engendre une infection chronique. Une balance s'installe entre la production continue de particules virales infectant de nouvelles cellules, CD4, et la réponse immunitaire cellulaire de type CD8 qui détruit les cellules infectées et la production de nouvelles cellules CD4+. Cette balance va aboutir à une stabilisation de la virémie et celle du taux des CD4, ce qui correspond au contrôle de l'infection par le système immunitaire de l'hôte. Le stade de SIDA. Au bout de plusieurs années, les variations génétiques incessantes du VIH
finissent par épuiser le système immunitaire, les cellules CD4 lysées ne peuvent plus être remplacées. Il s'ensuit une réplication incontrôlée du virus et une disparition quasi complète des lymphocytes TCD4. À ce stade, la virémie et l'antigénémie P24 sont très élevées. La destruction de lymphocytes TCD4 diminue progressivement l'efficacité de la réponse immunitaire vis-à-vis d'agents infectieux, bactéries, virus et parasites, ce qui explique l'apparition d'infections opportunistes, toxoplasmose, mycobactériose, et de cancers, sarcome de Kaposi lié à herpesvirus humain 8, lymphome à EBV. La mort survient suite aux infections opportunistes et au cancer. Le diagnostic virologique d'une infection par le VIH est demandé après l'accord du patient, en respectant la confidentialité des résultats. Il peut se faire dans le cadre de dépistage, bilan prénuptial ou prénatal, visite d'embauche, donneur de sang, d'organes, population à risque, nouveau-né de mère séropositive, dépistage volontaire anonyme et gratuit. Contexte évocateur. Suivi de la maladie ou du traitement. Il repose sur la détection des anticorps anti-VIH dans le sang. Les tests de dépistage. On utilise des techniques très sensibles pour éviter de passer à côté d'une infection. Les plus connus sont les tests ELISA. Ils permettent de détecter les anticorps anti-VIH1 et VIH2. Certains tests combinés recherchent aussi l'antigène P24, ce qui réduit la fameuse fenêtre sérologique. Ils sont faciles à réaliser, très sensibles, mais donnent parfois de faux positifs. Donc, en cas de résultats douteux ou positifs, on confirme avec un autre test. Les tests rapides. Ils se présentent sous forme de petites bandelettes. Résultat en quelques minutes, pas besoin de matériel. Idéal en situation d'urgence, lors d'un accident professionnel ou pour un dépistage de masse. Mais attention, leur sensibilité est inférieure au test ELISA et la lecture est subjective. Du coup, ils ne suffisent pas pour poser un diagnostic définitif. Les tests de confirmation, tout résultat positif ou douteux doit être confirmé par une technique spécifique. Le test de référence, le Western blot. Il analyse la présence d'anticorps dirigés contre différentes protéines du VIH. Interprétation, selon l'OMS, positif. Au moins 2 bandes du gène ANV. Négatif. Aucune réactivité. Indéterminé. Profil intermédiaire qui peut correspondre à une infection débutante. Ici, on cherche le virus lui-même ou ses composants. La PCR, qualitative et quantitative. Elle détecte l'ARN viral plasmatique ou l'ADN proviral, utilisé dans les primo-infections, chez le nouveau-né ou pour suivre la charge virale d'un patient sous traitement. La détection de l'antigène P24, possible par ELISA. Utile précocement, mais il faut confirmer car ce marqueur est parfois fugace. L'isolement viral en culture cellulaire, c'est une technique longue et difficile, qui n'est plus utilisée en routine. Elle doit être réalisée dans un laboratoire de haut niveau de sécurité. Après la contamination, J0, le VIH se multiplie silencieusement dans l'organisme pendant une dizaine de jours. C'est la fenêtre virologique durant laquelle aucun examen ne peut détecter l'infection. Le premier marqueur à apparaître, l'ARN viral, agit 10 post-infection, puis l'antigène P24 vers le 15e jour. L'apparition des anticorps ne se fait qu'après 20 jours de la contamination. Le Western blot se complète vers le 28e jour. Un certain temps s'écoule donc entre la contamination par le virus et l'apparition des anticorps. C'est la fenêtre sérologique. Pendant cette période, le sujet est contagieux, même si sa sérologie est négative. Chez l'adulte, on commence par un ELISA, si doute ou positivité, confirmation par Western blot sur un deuxième prélèvement. Dans la primo-infection, on privilégie le diagnostic direct, PCR ou antigène P24, car les anticorps apparaissent tardivement. Chez le nourrisson né d'une mère séropositive, le diagnostic est un peu particulier. Pourquoi? Parce que les anticorps de la maman
passent naturellement dans le sang du bébé pendant la grossesse. Résultat, la sérologie classique ne peut pas être utilisée avant 18 mois car elle serait faussement positive. Alors, comment fait-on? On utilise des techniques directes, la PCR, pour détecter l'ARN viral ou l'ADN proviral du VIH. L'antigène P24 n'a que très peu d'intérêt ici, car sa sensibilité est trop faible, environ 12%. Les conditions du diagnostic. Pour confirmer une infection, il faut au moins 2 résultats positifs sur 2 prélèvements différents. Pour exclure une infection, il faut 3 tests négatifs réalisés à des moments différents, puis une sérologie négative après 18 mois. Le calendrier des prélèvements. En cas de traitement antirétroviral, les prélèvements seront réalisés à 48 heures, au maximum la première semaine, à 15 jours de l'arrêt thérapeutique et à 3 mois. En l'absence de traitement, les prélèvements seront réalisés à 48 heures, au maximum la première semaine, à 1 mois et à 3 mois. Après une exposition sexuelle ou un accident d'exposition au sang. Première étape, si possible, on teste directement le patient source avec son consentement. Pour la personne exposée, si une prophylaxie antirétrovirale est envisagée, elle doit être instaurée le plus tôt possible, idéalement dans les 4 heures. En cas d'absence de prophylaxie, le suivi repose sur la recherche de l'antigène P24 ou de l'ARN viral plasmatique entre J12 et J26. Des sérologies ELISA réalisées à J0, 1 mois, 3 mois et 6 mois. Suivi des patients infectés. Chez les patients non traités, la mesure de la charge virale associée à la détermination du taux de CD4 tous les 6 mois permettent de situer le stade évolutif de l'infection et d'apprécier la nécessité d'instaurer un traitement. Lors de l'initiation d'un traitement antirétroviral, une mesure de la charge virale sera réalisée à 1 mois et à 3 mois, puis tous les 3 mois. L'objectif du traitement est d'obtenir une charge virale indétectable, inférieure au seuil minimal de détection. En cas de non-réponse, absence de variation de la charge virale plasmatique, ou d'échappement, rebond après une diminution transitoire, l'observance thérapeutique doit être évaluée. Les dosages pharmacologiques et les tests de résistance aux antirétroviraux permettent de guider le choix des traitements alternatifs. La chimiothérapie antirétrovirale a fait d'énormes progrès au cours des dernières années. Les molécules actuellement disponibles sont rassemblées en 6 familles, les 3 premières familles sont les plus utilisées. Les inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase, les inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase, les inhibiteurs de la protéase, inhibiteurs de fusion, inhibiteurs d'intégrase, anti-CCR5, inhibition de la fixation au corécepteur, CCR5. L'objectif du traitement est de réduire, au maximum et le plus durablement possible, la réplication virale. L'association de plusieurs molécules antirétrovirales, trithérapie, est la seule façon d'atteindre cet objectif et d'empêcher ainsi l'émergence de résistance du VIH. Il n'existe à l'heure actuelle aucun vaccin contre l'infection par le VIH. Les problèmes majeurs qui se posent au développement d'un vaccin anti-VIH sont la très grande diversité génétique et antigénique du virus et l'absence d'anticorps protecteurs. Prévention de la transmission sanguine, dépistage systématique de l'infection par le VIH lors du don de sang, d'organes et de cellules, inactivation virale des poches du sang et dérivés, don de sang, utilisation de matériel médical à usage unique, stérilisation du matériel chirurgical, désinfection avec des produits virucides, du matériel non stérilisable, sonde d'endoscope, prévention de la transmission par la toxicomanie intraveineuse par l'information, l'utilisation de matériel à usage unique et la lutte contre la toxicomanie. Prévention de la transmission en milieu professionnel par l'information, l'usage de matériel à usage unique et de protection du personnel, ainsi que par la mise en place de protocoles de prophylaxie antirétrovirale en cas d'accident d'exposition au sang. Prévention de la transmission sexuelle, par promotion de l'utilisation des préservatifs,
l'éducation et l'information. Une journée mondiale de lutte contre le sida est programmée tous les ans le 1er décembre de chaque année afin de sensibiliser la population générale sur les mesures de prévention. Récemment, une stratégie basée sur un traitement antirétroviral est proposée pour les partenaires de personnes vivant avec le VIH. Cette stratégie serait efficace pour prévenir la transmission sexuelle. Prévention de la transmission mère-enfant, dépistage, prise en charge spécialisée et traitement antirétroviral des femmes enceintes séropositives. Le taux de transmission aux nouveau-nés est abaissé de 25 à 40% à moins d'1%.